Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Politique week-end, Kaporo Rail. Deux initiatives, deux actes posés ce week-end. Le président Alpha Condé qui se montrait intraitable sur la question, il a fait des déclarations. Et pendant ce temps, l'UFDG donc qui veut mettre en place une solidarité en faveur des victimes des déguerpis de Kaporo Rail, de Koloma. Qui a déjà mis en place une solidarité. Je pense que c'est deux tendances qui se chevauchent. Le gouvernement toujours droit dans ses bottes dans le cadre de la récupération de ce qu'on appelle les zones réservées de l'État, ce qui fait que Kaporo Rail est bien évidemment une zone réservée de l'État. La liste est longue, hein, la liste des zones réservées de l'État, elle est longue. Ce qui est un peu a choqué les gens, c'est la forme qu'on n'y a pas mis. C'est vrai que l'État est dans son plein droit de récupérer les zones qui lui sont dédiées. Mais c'est quand même des citoyens guinéens qui habitaient là. La forme n'y a pas été mise du tout. Et donc je pense qu'à un moment donné, il fallait en amont passer l'information, ce qui a été fait. Deuxièmement, compatir un peu, mettre un peu du social là-dedans. L'État aurait pu créer les moyens de délocaliser, rien que pour l'instant ou pour un moment bien précis, les citoyens qui avaient pris habitude d'y habiter. Mais je veux dire encore une fois que les deux tendances se chevauchent parce que d'autres disent que l'État est en droit de récupérer ces domaines qui lui sont réservés, mais aussi il fallait mener une action humanitaire de bout en bout, c'est-à-dire que c'est pas dédommager, mais recaser les citoyens de Kaporo Rail. Maintenant, l'UFDG, en tant que parti politique, s'est senti concerné, pas seulement l'UFDG. Hein. Oui. Il y a beaucoup de citoyens anonymes. J'aimerais rappeler, avant que vous ne continuiez, ces propos du président Alpha Condé, ça a été rapporté par exemple par nos confrères de Média Guinée. Des gens construisent n'importe comment. La deuxième réplique a dégagé Kaporo Rail à 60%, mais les gens sont venus occuper de nouveau et de façon illégale. Il n'y aura pas d'état d'âme pour tous ceux qui occuperont les domaines de l'État. C'est vrai. Et toute autorité qui revendra un domaine de l'État sera sanctionnée et on récupérera. Voici ce qu'a dit le numéro 1 guinéen. C'est vrai. Permets-moi d'aller jusqu'au bout. C'est vrai que Kaporo Rail avait été déguerpi. Hein. Je crois que c'était en 98, si je me souviens très bien. En partie. Et les gens, progressivement, étaient venus se réinstaller là. Mais il ne faut pas oublier la responsabilité de certains responsables de l'État, notamment les chefs de quartier et les maires. Je ne sais pas si les maires étaient profondément impliqués, mais j'en suis quand même un peu convaincu parce que les chefs de quartier ont participé quand même à délivrer ou à un moment donné à vendre des portions de terre à des citoyens sur des domaines illégaux. Je pense que l'État devait d'abord sanctionner ceux qui ont vendu ces terrains-là à des citoyens parce que les titres fonciers ou je ne sais quel document lié à l'achat d'une terre, c'est bien l'État qui les délivre. Oui. Donc, je pense que cette déclaration du président Alpha Condé dans un contexte de mois national, on va dire comme ça, parce que les mois, il est presque national. Tout le monde est attendri par ce qui se passe à Koloma. Est-ce que le président de la République avait besoin de telle communication? Non, dans le sens de la responsabilité. Non, dans le sens de la responsabilité d'un président de la République, je pense qu'il est en droite ligne avec sa fonction de faire une déclaration. Pareil, la déclaration n'est pas choquante. Ce qui est choquant plutôt, c'est la forme qui n'a pas été mise. Moi, je suis plutôt d'accord que on dégage Kaporo Rail parce que c'est un domaine réservé de l'État, mais la manière de le faire. Vous avez vu, les citoyens ont porté plainte contre l'État dans ce dossier-là. En 2016. Oui, mais c'était politique. Donc c'est totalement contradictoire. C'était politique, tout comme le président de l'UFDG à l'époque, ministre des Transports, avait dit des choses ou avait posé des actes, avait soutenu à l'époque. Donc aujourd'hui, ils se dédisent. Non, les politiques, vous les suivez pas en fonction de ce qu'ils disent. Vous les suivez en fonction de la tendance, en fonction du moment, parce que ce sont des caméléons. Vous comprenez? Ils prennent. Oui, mais c'est partout, c'est comme ça, la politique, c'est comme ça. Ce sont des caméléons, malheureusement, permets-moi. On va s'écouter. La politique, c'est comme les politiques sont comme des caméléons. Ils changent des couleurs en fonction du moment, en fonction de l'instant. Donc, ils sont complètement dans leur rôle. Mais moi, je vais dire, là où je pointe du doigt la responsabilité de l'État, c'est qu'il fallait punir en amont
ce qui ont permis à ces citoyens-là de s'installer là, parce qu'ils ne sont pas quand même venus s'installer tranquillement comme ça, il y a eu des délivrances de documents, il y a eu des permis d'installation qui ont été délivrés à d'autres citoyens qui ont bâti de belles maisons dans ces zones-là. Et ces maisons-là ont été détruites. Donc, ceux qui ont vendu ces domaines-là, pour moi, ça aurait moins choqué l'opinion publique si ces personnes-là avaient d'abord été punies en fonction de la forfaiture. Bien. Et après on passait à la casse. Je pense que les gens seraient moins choqués. Mais on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Bien. Vous ne pouvez pas venir déguerpir les citoyens et laisser ceux qui leur ont permis de s'installer là vaquer tranquillement à leurs besoins. Je pense que c'est là où ça choque un peu l'opinion publique. On va faire en 2 temps. On va parler d'abord des déclarations du président Alpha Condé. Ensuite on parle là du geste de Cellou Dalein Diallo, parce que ça fait un effet viral là, sur la toile. Allez d'abord sur la déclaration du président Alpha Condé. Moi je vous dis déjà, il n'y a aucune volonté justement de faire face à toutes ces personnes, ces cadres de l'administration qui vendaient qui continuent à vendre des oui. Il n'y a aucune volonté. Aujourd'hui, on est allé vers une solution qui est beaucoup plus facile, c'est-à-dire aller déguerpir une population. Comme on le dit, c'est plus difficile de construire que de détruire. Détruire, c'est assez facile. Et moi, je le disais la fois passée, ce qui me choque davantage, il peut y avoir cette volonté d'améliorer les choses, de rendre Conakry belle, de construire, de faire ceci, de faire cela. Mais ce sont des initiatives qui sont d'abord pour des Guinéens, pour le bien-être des Guinéens. Mais comment concevoir que lorsqu'on dit œuvrer pour une personne et en même temps on fait souffrir la personne? Moi je l'ai dit, rien ne peut expliquer cette manière de procéder de l'État. D'abord, la logique voudrait qu'on trouve une solution pour ces personnes. Les boucs émissaires d'abord. Que ces personnes obtiennent ces terres légalement ou illégalement. Ce sont des Guinéens qu'il faut d'abord regarder. Qu'on obtienne ou pas, je ne sais pas quel sentiment on peut avoir lorsqu'on prend des Guinéens, on les met dehors, des enfants qui ne vont plus à l'école, qui dorment dehors. Je pense que non, ce n'est pas. Et puis c'est tellement facile lorsqu'on a de telles initiatives. Ça fait des années quand même qu'on nous promet des logements sociaux et autres. Depuis que le chef de l'État... Le président, il avait dit en 2016, il avait promis que des logements sociaux allaient être construits d'abord avant de passer à... Pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On n'a que des poses de première pierre, mais rien n'a évolué, ça n'a même pas commencé. Les projets sont comme au premier jour, rien n'a avancé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et lorsqu'au bon matin, moi je ne suis même pas rassuré que le déguerpissement qui est en train de se faire comme ça là, de se passer là, qu'il y ait même un plan d'action d'après ce déguerpissement. C'est souvent, je n'y crois pas du tout parce que c'est arrivé. C'est mon avis, Roby. Je pense qu'elle a tout le plein droit de douter, parce que depuis que ce gouvernement est en place, depuis 2010, on ne fait que casser dans ce pays. On ne fait que casser et on ne répare pas. Où est-ce que tu as vu un bout de construction? Ces populations-là, il n'y en a pas. Ces populations-là, il y a des plans. S'il y avait une vraie volonté. Attendez quand même. Sois sûr, tu parles de plans. Des plans sous la comète. Bah oui, il y a des plans. Sous la comète. Il faut aller chercher l'argent. Les grandes gueules. En attendant de chercher l'argent, on pouvait ne pas les mettre dehors, justement, en attendant d'avoir le tout. Et lorsqu'on avait l'argent, peut-être faire. Il fallait juste les recaser, Il fallait juste les recaser. Aujourd'hui, vous avez. Ça n'a pas été fait, Roby, quand même. Il faut avoir un peu de cœur, Roby, quand même. Mais c'est ce qu'on dénonce. Mais c'est ce qu'on dénonce. Vous avez la possibilité d'implanter des centaines de maisons préfabriquées en moins de 6 mois avec un budget de $10 000. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je pense, oui, c'est ce que je dis justement. C'est ce qu'il fallait faire. Vous parlez de la même chose. C'est ce qu'il fallait faire avant. Maintenant, encore une fois, je dis, on situe la responsabilité de tout un chacun. Autant le président de la République pointe du doigt les responsabilités des citoyens qui sont venus s'installer là, mais qui ne sont pas venus par eux-mêmes parce qu'ils ont été. Il n'a pas parlé des cadres. Mais autant il fallait aussi que l'État prenne ses responsabilités en disant que ce sont les citoyens guinéens. Il faut créer les conditions de leur relogement avant de venir les déguerpir. Merci, allez-y. Qui n'a pas fait ça, qui a failli et dans le pire des cas, qui ne va même pas s'attaquer justement à cette situation qui existe au niveau même de l'administration, c'est-à-dire des cadres qui continuent à vendre les terres aux citoyens ou encore des cadres qui continuent à s'octroyer les domaines réservés de l'État. Ça, on n'en parle pas, pourtant c'est une réalité qui est là. Mais on ne s'en offusque pas. Je vous dis, on est parti vers une solution plus facile, mais encore ça passe par le manque de respect que cet État-là a vis-à-vis de sa population. Non mais écoutez, quand même, parce que je n'arrive pas quand même. Je reste sur ma faim. Non, le président. Non, attendez, Roby. Moi, je reste sur ma faim. Je
vous ai quand même rapporté ici les propos du président, mais il met en avant toute la détermination, toute la volonté de l'État à récupérer. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces populations qui sont en train d'être jetées à la rue, à la belle étoile? Le président n'a aucun plan pour ces gens-là, même un plan de relogement, de recasement quand même. Et il continue cette communication politique que Roby soutient quand même. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir ça quand c'est un chef de l'État. On peut bien concevoir quand un opposant vient dire ceci ou cela, mais lorsque c'est un chef de l'État qui a eu le temps de faire des choses, qui a quand même eu le temps d'avoir des plans, qui a eu le temps de mobiliser des fonds, qui a eu le temps de pouvoir quand même donner quelques infrastructures, il ne l'a pas fait. Bien. Et aujourd'hui, il veut justifier sa volonté. Je pense que ça ne colle pas. Bien. Alors rapidement, par rapport au geste du côté de l'UFDG, on y revient. On y revient. Bien, allez-y, Jacques. D'abord, par rapport aux propos du chef de l'État, je pense qu'il faut le comprendre parce qu'il est dans une logique. Quand on a vu Ibrahima Kourouma sur le terrain, je ne suis pas en train de dire ce qu'il dit c'est bon ou bien c'est mauvais. Je suis en train de dire qu'il est dans une logique. Quand Ibrahima Kourouma a pris la décision de venir sur le terrain, il avait, n'est-ce pas, le soutien du chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas revenir tenir un autre discours. Pas du tout. Dire qu'il n'est pas déterminé. Ça pourrait passer. Mais il faut avoir un mot quand même pour les populations. Oui, pour les déguerpis. Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, que c'est bon ce qu'il a dit ou bien c'est mauvais. Mais le discours soutient l'action sur le terrain. Ouais, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, l'autre chose, peut-être Maf a évoqué un problème de plan d'action. Juste après ces déguerpissements, qu'est-ce qui va être fait? Moi, je pose la question peut-être qu'autrement, c'est quoi l'urgence? Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui presse, qui pousse l'État à aller vers cette démolition, je crois qu'il y avait une première possibilité. La première opération de déguerpissement qui a commencé avec les baraques qui étaient installées sur les lieux, les véhicules, pouvait déjà permettre à l'État, ne serait-ce que pour bâtir un bâtiment ou deux bâtiments. Et on continue à faire la communication pour amener, n'est-ce pas, les populations à quitter progressivement. Ouais. Il y avait une possibilité de faire partir les gens sans frustrer. On peut le faire progressivement. Progressivement, sans frustrer, en fonction, n'est-ce pas, des programmes du président de la République, donc de son gouvernement. Parce qu'il faut rétablir quand même la vérité. Ce n'est pas le fait d'Alpha Condé, la complaisance qui a amené, n'est-ce pas, ces citoyens à s'y installer. C'est la complaisance des anciens pouvoirs, des anciens régimes. Ce sont eux qui ont laissé les gens s'installer progressivement. Donc aujourd'hui, lui, il est dans une logique, il veut récupérer. Tout le monde est d'accord, même les victimes sont d'accord que c'est illégalement occupé, qu'ils ont occupé illégalement le domaine. Donc il faut bien comprendre que derrière, il fallait conseiller quand même au président de la République, ceux qui l'entourent, à adopter une meilleure méthode pour faire partir les gens sans frustrer davantage. Merci, allez-y Mohamed Mara. Pendant ce temps, les occupants de l'autre versant, donc KIP2, ils ont perdu le procès et on leur demande même de rembourser l'État, de dédommager l'État à hauteur de 500 millions de francs guinéens. Qu'est-ce que tu attendais? Ah oui, mais ça m'a paru tellement. Je suis d'accord avec. Tellement gros, quoi, franchement. Non, je suis d'accord avec ce juge-là qui l'a dit, parce que l'État guinéen est très pauvre. L'État guinéen a besoin aujourd'hui de 500 millions de francs. Ces citoyens vont se cotiser pour lui payer ces 500 millions de francs. 500 millions de francs, attendez, Roby, je t'ai écouté. Et tourne flanc, Kapororaï, attention. On dit, oui, tout le monde est d'accord que ils sont des illégaux. Tout le monde n'est pas illégal à Kaporo. Il y a des gens qui sont arrivés à Kaporo avant que le décret de 89 ne soit pris pour classifier ce domaine. Attention, ces gens-là, l'État doit les dédommager. Ce sont des coutumiers, partout il y en a. Allez à Sombori, allez à Kalexé là-bas, allez à Koufin, à Marara ou partout où vous voulez, il y a des coutumiers. Les coutumiers avaient déjà vendu les terres du Oui, mais attendez, Roby, on va l'écouter. Il y a des coutumiers. Vous dites quand ils sont vendus. Attendez, justement. Les coutumiers avaient déjà vendu. Non, mais là, tu es en train de diluer mon analyse. Ceux qui sont installés avant le décret de 89. Justement, et qui n'ont pas vendu. Je parle de ça à Roby. Je dis, ceux qui ont leurs terres avant l'arrivée de l'État et qui ne les ont pas vendues, ces gens-là sont des propriétaires légitimes. Il faut les dédommager. Ces gens-là également ont vendu leur terrain à d'autres personnes pendant qu'ils sont les propriétaires légaux par rapport à l'État. Lorsqu'ils les vendent, ceux qui les acquièrent sont aussi là en toute légalité. Maintenant, les domaines qui appartiennent à l'État et que les gens ont occupés, qui ont fait déjà l'objet à 60% de déguerpissement, ne peuvent pas être réoccupés. Et lorsque ces opérations ont été annoncées, surtout les garages qui occupaient ces domaines-là, on dit oui,
nous sommes d'accord qu'il faudrait partir. Mais donnez-nous un peu de temps parce que les camions, ce n'est pas des choses faciles à déplacer. On comprend. Et c'est d'ailleurs ce que le ministre avait annoncé. Que ce sont ces parties-là qu'il allait récupérer. Ouais. Aujourd'hui, on est allé au-delà. On a même touché, on a même abattu les maisons de coutumiers. Et là, j'ai un problème avec cela. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas casser pour discernement, ouais. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, quand le président parle, moi, je n'ai même pas envie de commenter. Parce que dans cette histoire, celui-là qui a été désavoué publiquement, c'est Kassori Fofana. Qui, lui, n'était pas en Guinée. Il n'était même pas au courant. Voilà, à qui on a dit c'est une partie donc occupée par le garage qu'on va déguerpir et qui est revenu devant ce désastre-là, qui est allé voir le chef de l'État pour qu'on arrête les casses, pour aller au cas par cas, pour comprendre, parce que pour ne pas qu'on fasse de nouvelles victimes pour rien. Et Kassori qui a été désavoué puisque le jour où même il demande qu'on arrête, on double le nombre de machines, c'est 2. Le lendemain, c'était 3 machines, on a accéléré le process. C'est eux qui savent. De l'autre côté, c'est maintenant 161 familles qui vont être touchées à nouveau. Du côté du Kipé 2, 161 familles à nouveau vont se retrouver à la belle étoile. Elles ont interjeté appel. Hein. Oui, ils ont interjeté appel, mais vous savez comment ça fonctionne. Ouais. Voilà. Donc finalement, de ce côté aussi, on va mettre encore tout à sac. D'accord. Mais moi, j'ai dit encore une fois, l'État avait le temps. Vu qu'il n'y a pas de projet dans l'immédiat, sur 2 ans à 3 années, l'État avait le temps de procéder à un recasement de ces personnes-là. L'État ailleurs se montre plus intelligent que ça. Le président de la République d'ailleurs l'avait annoncé quand il s'est agi de la SIG Madina où lui-même a sa famille. Il a annoncé un plan au côté de Coléa et tout ça. Il a dit quoi? On ne va pas casser et renvoyer tout le monde. Nous allons faire appel à des investisseurs dans l'immobilier qui vont investir, qui vont construire des HLM. Et puis ceux qui étaient déjà là vont occuper, notamment le premier niveau. Le reste va être revendu. Les autres comme ça, vous allez payer petit à petit. Sur 20 ans, sur 30 ans. Ouais. C'est ce qui est intelligent. Il faut y mettre la forme quand même. On peut l'envisager. Oui, surtout que l'État ne serait pas perdant dans ce cas-là. Vous voyez l'espace qui était occupé par les gens qui avaient un parc en face de l'hôtel Millennium. Ils ont dégagé ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on a mis en place? Oui. En lieu et place. Vous savez, et bon, là d'ailleurs, c'est une autre histoire. Parce que si vous connaissez l'histoire de ce terrain, vous allez avoir des pincements au cœur. C'est un peu comme les cases Bellevue. L'État en Guinée se comporte parfois un peu en gangster. Les cases Bellevue, tout le monde sait que ça appartient à Sékou Touré et à sa famille. Sékou Touré a acheté ce domaine bien avant, longtemps avant l'indépendance de la Guinée. Il y a fait des réalisations. Là-bas, c'est chez lui. Mais l'État a pris là-bas, on sait ce qui s'est passé. Du côté de Kontéa, vous avez une partie de la famille de Conté qui revendique là où on a installé cette école construite par les Marocains. Mais l'État se comporte comme il le veut dans ce pays. Mais cela veut dire quoi? Ceux qui étaient forts hier sont en train de perdre leur propriété aujourd'hui. Ça veut dire que ceux qui sont forts aujourd'hui, demain aussi leur progéniture pourrait tout perdre. Il faut faire attention. On est en train de cultiver un sentiment de revanche dans ce pays. Et ce n'est pas bien. Encore une fois, l'État doit récupérer ses propriétés, mais il faut y mettre de la forme, il faut y mettre de la manière, et il faut surtout beaucoup de pédagogie aussi dans cette histoire-là. Mais on ne le fait pas. Alors qu'on avait annoncé le déguerpissement de la SIG il y a de longues années, il y a des années déjà, depuis l'arrivée d'Alpha Condé, mais là-bas, on n'a pas déplacé même une brique. Mais là où on a annoncé il y a juste quelques temps, on vient, on rase tout. Donc moi, c'est ce 2 poids, 2 mesures. Pendant ce temps, les membres du gouvernement habitent, et les anciens gouvernants du pays habitent des domaines de l'État. Mais on ne comprend pas. Où on va dans cette histoire. C'est pas la politique. À la limite, ça peut être perçu comme une sorte de persécution, vu que c'est un fief de l'opposition. Il ne faut pas avoir peur des mots. Merci Mohamed. Il ne faut pas avoir peur des mots. Thomas Zakari, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Votre avis là, c'est tout pensif, hein? Non, c'est le président qui dit que l'État ira sans état d'âme, hein, ne fera aucun état d'âme. Moi, je l'ai dit dernièrement. Je pense que je l'ai dit et je veux quand même le répéter encore ce matin avec cette actualité qui a un peu bougé. Aboubacar Diallo, l'État, on ne peut pas le défendre. On ne peut pas défendre l'État guinéen. Dans tous les dossiers où on a vu l'État être affronté à un particulier ou à une autre entité, vous avez vu une sorte de fonctionnement de l'État qui n'obéit à aucune règle et à aucune pratique. Parce que c'est important qu'il y ait la loi, mais également c'est important de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour faire mieux chez nous.
Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, l'État, on ne peut pas le défendre sur le cas de ces déguerpissements depuis 1997. On a comme l'impression que l'histoire ne nous a pas servi. Or, elle aurait permis d'éclairer le présent et nous aider à mieux faire l'avenir. Malheureusement, notre État guinéen, cet État guinéen ne l'a pas fait. Je veux revenir sur un pan intéressant de ton discours, Aboubacar Diallo, depuis le premier jour. Je crois que c'était lundi passé. Ouais. Il faut catégoriser, il faut dépareiller les occupants de ces lieux-là. Si on veut mettre tout le monde dans le même lot, c'est assez compliqué. C'est donc important de savoir ceux qui sont occupants légaux et ceux qui sont occupants illégaux. Et toutes ces deux catégories ont conscience de leur statut sur ce lieu. Et c'est là que c'est intéressant. Ensuite, on a parlé, je ne reviens plus assez sur ce détail, mais on a ensuite parlé de méthode dès le premier jour. Et j'avais dit qu'il fallait procéder de manière intelligente et de manière responsable sur ce dossier-là. La méthode, c'est tout ce qu'on est en train de décrire. C'est quoi l'objectif de ces déguerpissements? Jacques Lénaud parlait de l'urgence. On a parlé d'opportunité, ici même dans ce studio. Pourquoi maintenant? Et si on le fait, et contrairement à ce que l'on pense, on sait ce qu'on va faire de ce côté-là. On sait qu'une partie de l'administration va y venir, plus ou moins un peu d'affaires, tout ça. Alors, mais de manière très très précise, comme on fait quand on réalise des actions opérationnelles, concrètement, on a envie de savoir ce qui va être fait, par qui est-ce que ça va être fait, quand ça va être fait, et avec quels moyens. Mais on va encore déguerpir, ça va. Moi, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que bien de quelqu'un, c'est pas pour toi. Peu importe la manière dont il l'utilise, c'est pas pour toi. J'ai pas fini, Aboubacar Diallo, j'aimerais quand même avoir ce allez-y très rapidement, Quand j'utilise ma voiture et que je ne la lave pas, ce n'est pas pour autant que vous allez venir me la récupérer. Ça reste ma voiture. Je parle donc des biens de l'État. Les biens de l'État sont des biens de l'État. Pour quelque raison que ce soit, que l'État les exploite ou pas du tout, si l'État dit que c'est pour moi, c'est pour lui. Ça, c'est une réalité. Et personne ne peut revenir là-dessus. Et de ce point de vue-là, on comprend... L'État dit c'est pour moi, j'aime ça. Bien. Je pèse mes mots, tu as eu ton temps. Permets de ne pas me couper, s'il te plaît. Alors, l'État dit c'est pour moi, c'est pour lui. Il peut le récupérer. Tout le monde ici est d'accord avec ça. Mais encore une fois, la méthode, encore une fois, la manière. Mais moi, je dis, il y a un cas d'urgence. Le président de la République sort, il dit, je suis déterminé. C'est bien d'être déterminé. Il faut reprendre pour l'État ce qui lui a appartenu. Et que des cadres véreux ont revendu. Parce que, encore une fois, je l'ai dit ici, je le répète, je suis convaincu que l'État guinéen n'a pas touché 100 francs de ces ventes illégales-là. Ouais. L'État lui-même, que l'on est en train de flageller à cause de cette situation. Et moi, j'ai dit, si l'État doit corriger les folies de chacun des Guinéens, enterrons notre État, c'est mieux. Parce qu'il ne va pas survivre. Bien. Maintenant, l'État a créé une situation d'urgence humanitaire. Effectivement. La situation, elle est là. Il faut la gérer. Je vois des contributions. La NGC, il faut parler de ce petit parti politique. Très bon geste. Avec un très très bon geste que Eladj Tcherno Mamadouba est en train de faire. Il aide à loger des gens. Bien. Ça reste à souligner. Mais l'État guinéen, Aboubacar Diallo, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de ça, on veut s'en prendre à Cellou Dalein Diallo et qui... Justement, bravo au président. On en parle. On va y venir tout à l'heure. On va y venir. Mais qu'est-ce que l'État fait? Il faut poser cette question. Une courte transition. On revient pour poursuivre ce débat. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Bonjour à vous, Dr Banoubari. Bonjour. Le plaisir de vous accueillir chez nous. C'est un plaisir partagé. Merci. Alors, Dr Bano, il est important que nous revenions sur ce sujet, notamment les négociations et le processus de travail qui est déclenché par votre département et les sorties médiatiques des responsables du SLEG qui vont bientôt, ou qui s'ils l'ont déjà pas fait, vont appeler une nouvelle fois à la grève, soi-disant que le gouvernement en face d'eux à la mauvaise foi ou à la mauvaise volonté de mettre en application les accords qui ont été signés le 10 janvier. Qu'en pensez-vous? Le point central de l'accord, c'est le point 2 et porte sur la mise en place de la commission chargée de l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. Cette commission a été mise en place par un arrêté conjoint
Et durant tout le mois de février, nous avons travaillé. Essentiellement, nous avons travaillé sur la méthodologie de travail. C'est-à-dire que nous avons essayé de déterminer quels sont les documents que nous allons utiliser au moment de la collecte de l'information. Quel est l'instrument de collecte des données? Nous avons aussi déterminé la trajectoire des missions sur le terrain. Oui. Il faut savoir que nous avons aujourd'hui, dans le document que nous avons produit, déterminé qu'il y a 8272 écoles primaires et secondaires en Guinée. 8272. 52 écoles professionnelles, 17 universités et 30 centres de recherche. Nous devons chercher sur le terrain sensiblement 48 871 fonctionnaires enseignants. Nous avons décomposé ce fichier du FGA entre le niveau des cabinets où à l'enseignement supérieur 2329 sont payés, 2049 sont payés à l'enseignement technique au cabinet et 1284 au MENA. Nous avons aussi décomposé le même fichier entre Conakry et l'intérieur du pays. À Conakry, il y a 8127 personnes qui sont payées. Sur la ligne Bokeh, parce que nous avons décomposé le pays en ligne, nous avons 6662 à retrouver. À Kindia, 7000, sur la ligne Kindia, 7860. Sur la ligne Labé, 6463. Sur la ligne Farana, 7033. Et là, sur la ligne Kankan, 7311. Ce qui fait 43 396. Vous n'avez pas parlé des Zérekore. Zérekore fait partie. C'est la ligne Farana. Bien. C'est ce que nous devons chercher. Nous avons déterminé la trajectoire de toute la mission pendant la période du mois de février. Parce que pour avoir un budget réaliste, il faut avoir un maximum de précision. Entre Conakry et les préfectures, nous avons déterminé qu'il faut 20 743 km. Entre les préfectures et l'ensemble, les 344 sous-préfectures de la Guinée, c'est 21 933 km. Et entre les sous-préfectures et chaque école de Guinée, nous avons déterminé 66 550 km. Le tout, le territoire qu'on va couvrir, c'est 109 226 km. Nous avons aussi fabriqué le questionnaire qui va servir à la collecte des données. Je vais vous laisser un exemplaire ici. Ensuite, nous avons produit les lettres. La lettre des ministres sectoriels pour dire aux enseignants le démarrage va avoir lieu et quels sont les documents qu'ils doivent réunir. Essentiellement, la lettre est là. Oui. Nous souhaitons que tous les enseignants de Guinée photocopient par devers eux et gardent, en attendant l'arrivée de la mission, 12 documents. Bien. Leur fiche biométrique, leur copie de l'extrait de naissance, la copie du diplôme le plus élevé, la copie de la pièce d'identité ou du passeport valide, la copie de l'arrêté d'engagement, la copie de l'acte d'affectation, la copie du certificat de prise de service pour les enseignants du secondaire, la copie de l'acte de nomination au poste occupé, la copie du dernier bulletin de salaire, présenter le cahier de préparation pour les enseignants du primaire, la copie de l'emploi du temps pour les personnels du secondaire et de l'enseignement technique et la copie du plan de cours pour ceux qui dispensent des cours dans les universités et les instituts. Et la dernière des choses que nous avons eu à faire, nous avons produit une lettre pour les ministres sectoriels pour qu'ils l'adressent au ministre de la fonction publique, car nous avons près de 5000 enseignants du MEDA qui travaillent à des endroits où leur salaire ne se trouve pas domicilié. Pour que le ministère de la fonction publique, qui est celui qui est en charge de ce dossier, puisse renvoyer le salaire à l'endroit. Au niveau de l'enseignement technique, nous avons 487 enseignants dont le salaire n'est pas domicilié à leur lieu de travail. Et à l'enseignement supérieur, on a 750 personnes. Ces fichiers-là, nous les avons donnés à l'inspecteur général du travail pour qu'il les transmette au ministre sectoriel et la lettre d'accompagnement pour que
le ministère de la fonction publique puisse prendre des dispositions parce qu'il est prévu dans l'accord que pendant la période de collecte de l'information, les salaires vont être dévirés. Et pour limiter le mouvement et la fatigue des enseignants, nous avons pensé qu'il était préférable de rétablir à l'endroit le salaire de chaque des enseignants pour permettre en réalité un contrôle aisé et une facilité dans le travail. Donc tout le dispositif aujourd'hui, par rapport à la collecte de l'information, aujourd'hui le dispositif est prêt. Les grandes gueules. Docteur Mohamed Alpha Banoubari, notre invité. Alors c'est très technique. Allez-y, mon frère. Limpide. Alors dites-nous, quand est-ce que ce travail va commencer? Dites-nous comment ça va se passer. J'ai vu dans la note circulaire que ce sera pour le mois de mars et d'avril. Est-ce que c'est largement suffisant pour faire tout le travail que vous comptez faire? Oui, alors, vous savez, le temps, on peut l'étendre comme on veut. Le principe, c'est qu'on réduit le temps et on augmente la cadence du travail. Parce que si on augmente le temps, ça augmente le budget. Et si le budget est élevé, c'est toute la Guinée qui va crier. On va dire, ben, on est venu pour se partager l'argent. Donc c'est un budget très réduit. Que vous n'avez pas pour le moment. Que nous avons. Vous l'avez déjà. Nous avons soumis la note méthodologique et tous les instruments au Premier ministre, y compris le détail du budget. Les grandes gueules. Le gouvernement a statué et a accordé le budget. Hier, le document permettant de libérer l'argent a été signé par le ministre du budget et le directeur national du budget. Bien. Dans les conditions normales, le budget sera prépositionné dans les 72 heures. La semaine prochaine, d'ici la fin de la semaine, nous avons donc déterminé l'équipe qui va faire ce travail et nous allons les sélectionner, les déterminer et nous allons nous réunir à partir de mercredi la semaine prochaine. Je vous invite. Ce sera probablement à l'université de Somponia. Il y aura une période de formation de 3 jours parce que cette fois-ci, nous allons collecter les données avec des téléphones Samsung Galaxy. Les smartphones. Ou des smartphones qui permettront en réalité de prendre aussi le point GPS de lieu d'enquête. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas simplement, contrairement à ce que les gens pensent, nous ne faisons pas ce travail simplement pour permettre une augmentation de salaire. Les grandes gueules. Nous voulons fournir au gouvernement des outils, des données fiables qui vont lui permettre en fait de prendre des décisions éclairées. Vous n'avez pas répondu encore à la question de Mafouda. Elle a posé une question simple. À quand vous estimez que cette opération va commencer? L'opération de recensement. La formation, c'est mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine. Oui. Nous allons tester les outils le samedi et le lundi prochain. Nous allons commencer par Conakry. Nous allons travailler à Conakry pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, nous allons tester le dispositif. Une sorte de phase pilote. Exactement. Nous allons tester le dispositif pour savoir, parce qu'il s'agit de collecter des informations et de les transmettre automatiquement dans un serveur. Et à partir de ce moment, en fait, on ne saisit plus de données. Les données sont définitivement saisies et le traitement sera rapide. Si voilà. Ce n'est pas une indiscrétion, c'est combien s'élève le budget pour gérer toute cette grosse opération? Les grandes gueules. Exactement. Le budget prend en charge des per diem, il prend en charge la location des véhicules, le carburant, il prend en charge l'achat des téléphones, des ordinateurs, 2 photocopieuses, du papier et de l'encre. Grosso modo, aussi l'hébergement. Oui, c'est-à-dire que le per diem, ça prend l'ensemble, tout. Ok. Alors, grosso modo, le budget est le plus raisonnable de tous les budgets que vous avez pu imaginer en Guinée depuis qu'on a commencé à faire des opérations de contrôle du personnel. C'est le plus faible parmi tous les budgets du monde. Il est élevé à combien? Je ne me rappelle pas exactement. Ah ben non. On est allergique aux chiffres. Ça ne passe pas, docteur. Oui. Vous nous rassurez que c'est le plus faible. Estimativement. En tout cas, il est inférieur à ce que j'ai vu annoncer dans les médias. Il est de combien? C'est combien? C'est 2 milliards? Il est inférieur à combien? Largement inférieur à ce montant. Donc, à 2 milliards. C'est combien alors? Largement inférieur à cela. C'est combien, docteur, quand même? Non, mais c'est pas un secret quand même, c'est de l'argent public, docteur. Aux alentours de combien? Vous êtes un monsieur propre, monsieur transparence, docteur. Donc vous ne pouvez pas cacher cela. Non, on s'est serré la ceinture pour des grandes gueules. On comprend tout ça. Avoir une situation dans laquelle les gens vont se dire ils sont là pour se partager. Le per diem journalier par agent recenseur, il est de combien? 400 000.
400 000. Oui. Et ça comporte aussi le logement, les frais de logement. L'hébergement? Oui. Non. Ça donne une indication. Ça donne une indication. C'est assez faible. C'est très bien. Une chambre d'hôtel à l'intérieur du pays, c'est au moins 250 000. Voilà. Tout ce que vous savez des périums là sur quelque chose. On pourrait assister à une augmentation entre cette marge que vous décriviez tout à l'heure par rapport au temps mis pour faire le travail. Est-ce que ça pourrait inclure aussi flexible, c'est flexible lorsque besoin s'impose? Pour le moment, si vous voulez, nous avons soumis un budget qui a été adopté en l'état par le Premier ministre et le gouvernement. Nous ne pensons pas avoir besoin de faire des rallonges là-dessus. Nous avons décomposé les trajectoires de telle sorte qu'on est certain que pendant la période que nous avons déterminée, il est possible de collecter les informations. Parce que, je vais vous dire, je vous donne un exemple. Oui. Vous prenez un véhicule qui doit aller de Dubreka à Bofa. Il ne va pas à Bofa. Il passe par toutes les sous-préfectures et tous les villages avant d'arriver à Bofa. Et nous avons un itinéraire précis. C'est-à-dire qu'on lui dit, vous quittez Dubreka, le premier village dans lequel se trouve une école, ça s'appelle tel, vous passez par là. Vous collectez l'information et vous passez à tel autre endroit. Ensuite, vous passez à tel autre endroit. Et si vous arrivez à tel endroit, vous bifurquez à droite ou à gauche. C'est-à-dire que... Avec une sorte de mapping. Exactement. Nous avons fait un mapping total sur l'ensemble du territoire national. Ce qui fait que personne ne va se perdre. Et chacun va faire le travail sur la base de ce que nous avons pensé. Alors, ça va mobiliser du monde. Combien d'agents recenseurs? 30. 30 pour tout le pays? Oui. Alors, sur 10 véhicules, en raison de 3 par véhicule. Et pour combien de temps, vous avez dit? Alors, on a programmé 1 mois. 1 mois. Oui. D'accord. Alors, docteur, premièrement, cette observation, vous aviez, je crois que c'était juillet 2018, vous avez fait un travail plus ou moins similaire. Oui. Et vous nous avez dit que ça avait été possible sans frais. Oui. L'État n'avait rien payé. Oui. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, on n'a pas pu faire les mêmes choses? Est-ce que c'est pour des besoins d'efficacité ou l'urgence vous contraignait à cela? C'est la première question. La deuxième question, on a le document de la méthodologie et on a compris que cette opération allait être complémentaire de celles qui avaient déjà existé. Oui. Dans quelle mesure les premières vont-elles contribuer à l'opération de maintenant? Alors, vous savez qu'en février 2018, le président de la République m'avait instruit de travailler avec le ministère de l'administration du territoire pour faire ce même travail, l'assainissement du fichier du secteur de l'éducation. À l'époque, on avait sollicité l'appui de l'administration du territoire, en particulier les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les chefs de quartier. Ils ont collecté des informations et nous ont transmis ces informations. Nous les avons traitées pratiquement pendant près de 4 mois, des va-et-vient. Par exemple, on constate qu'il y a une différence dans le numéro matricule et puis on renvoie et on demande des corrections. On a ce travail. À partir de ce travail, on s'est rendu compte qu'il y avait 11 148 qu'on n'avait pas retrouvés. On a demandé à l'inspection d'État de compléter ce travail, de vérifier sur les 11 148. On s'est rendu compte que les 11 148 concernent à la fois, disons, des cas d'abandon, des fictifs, des décédés, mais aussi des fonctionnaires enseignants de l'enseignement supérieur qui sont domiciliés à l'intérieur du fichier du MENA. 750. Toutes les universités de l'intérieur du pays. Si vous demandez, vous appelez, vous prenez le téléphone, vous appelez à Kindia, ils vont vous dire sur le bulletin de salaire, c'est écrit gouvernorat de Kindia. Ça veut dire qu'en fait, ils ont un DRH à Kindia à l'université, mais ils sont payés au niveau du gouvernorat. La même chose à Dalaba, ils sont payés au niveau de la préfecture. On s'est rendu compte que l'enseignement technique, pour l'essentiel, les cadres de l'enseignement technique sont payés à l'intérieur du MENA. Troisième des choses que nous avons constatées, c'est qu'il y a un certain nombre d'écoles, pour les gens de l'administration du territoire, ils ne font pas partie du MENA. Les écoles franco-arabes, ils n'ont pas collecté les informations en considérant qu'ils ne relèvent pas du MENA. Les centres NAFA, ils n'ont pas collecté. Les écoles de formation professionnelle pour les femmes, c'est CAPA ou je ne sais pas quel est le nom, là aussi ils n'ont pas fait. Exactement. Et d'autres personnes qui n'ont pas de bureau.
vous avez ce que l'on appelle les DSCE, c'est-à-dire Direction sous-préfectorale de l'éducation, c'est-à-dire en fait au niveau de chaque sous-préfecture vous avez un cadre du MENA qui assure un peu une supervision de proximité. Ouais. Il n'a pas de bureau. Et donc l'administration du territoire n'a pas collecté ces informations. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire de plus, et c'est la raison pour laquelle il y a cet argent, c'est que hier, sinon de façon, puisque c'est l'autorité de l'État qui était en jeu, on a demandé aux gens de partir. Cette fois-ci, ce que nous souhaitons, si vous regardez le questionnaire, on va non seulement collecter des informations sur le personnel, mais on le fera au lieu de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas, personne ne se déplace, aucun enseignant ne va venir à la DPE pour venir présenter des documents et se faire recenser. Parce que l'équipe qui va quitter Conakry, elle va partir avec le fichier FGA de la préfecture. Ils vont partir avec les documents, la fiche biométrique de tous les enseignants de la préfecture, l'extrait de naissance et la photocopie du diplôme. Ils partiront aussi avec l'ensemble des données que nous disposons à l'heure actuelle. Pour dire, lors du premier contrôle, nous avions trouvé que ces gens-là étaient en abandon. Nous avions trouvé que ces gens-là étaient des fictifs. Nous avons trouvé que ces gens-là étaient en situation de classe. Vous partez avec toutes ces informations. Vous partez avec ces documents. Quand vous collectez les informations, vous comparez le soir. C'est une journée de travail, disons, d'une institution. Grosso modo, c'est de 8h à 17h. C'est une journée de travail pleine. Les grandes gueules. Et vous allez donc comparer pour voir est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un ici qui était dans telle situation ou dans telle autre situation. La raison pour laquelle ils partent avec ces documents et la fiche biométrique avec laquelle ils vont partir sera en couleur pour permettre de certifier l'identité de celui qui est en face de vous. Parce qu'on s'est rendu compte, dans les informations que nous possédons, il y a ce que l'on appelle des vrais faux et des faux vrais. C'est-à-dire des gens qui ont la photo, tout, mais en fait les documents qui sont dedans ne sont pas leurs propres documents. Ouais. Et il y en a d'autres qui ont les documents, mais en réalité ce n'est pas leur photo. Et donc c'est pour cela qu'on veut aller avec une fiche biométrique en couleur. Parce que les informations, les documents que chacun doit présenter, on doit les mettre avec les documents partis. Une espèce de confrontation. On le met et on ramène le tout à Conakry. C'est à l'équipe à Conakry le soin de faire une comparaison. Parce que l'assainissement, vous avez compris que ce n'est pas simplement de trouver les personnes. C'est aussi de savoir est-ce que ces personnes ont effectivement les qualifications auxquelles elles prétendent. C'est-à-dire que nous allons confronter l'ensemble de ces données et ces documents, on va les envoyer dans les écoles de formation pour dire Monsieur X nous a dit qu'il possède ce diplôme et que c'est vous qui avez délivré ce diplôme. Nous demandons une certification officielle. Contrôle de la sincérité des documents annoncés. Bakar Diallo, si vous permettez, pardon. Ouais. Alors, question, le SLEG a demandé, SLEG, USTG, gouvernement, donc ils ont demandé de pouvoir participer à toutes ces opérations. Et je vois bien que dans les missions qui vont être envoyées à l'intérieur du pays, ce ne sera pas nécessairement des gens provenant du gouvernement ou du SLEG ou de l'USTG, ça peut être des agents comme ça que vous recrutez, que vous formez. La question que je me pose, c'est à quel niveau de la chaîne est-ce que le SLEG ou l'USTG vont intervenir et pourquoi faire? Alors, la supervision, le gouvernement, les services de l'État guinéen vont avoir un dispositif qui leur permet de superviser l'opération. Le SLEG et l'USTG vont avoir leur propre dispositif. Chacune des composantes va avoir les moyens de pouvoir déployer du personnel pour assurer la supervision, pour s'assurer que les informations, et lorsque des données sont collectées, elles sont, avant de partir, ces documents-là sont partagés avec les structures à la base pour dire voici ce que nous avons trouvé. Nous souhaitons une certification. Une sorte de visa. Exactement, de ces documents avant de revenir à Conakry. Ce qui fait que, si vous voulez, puisque le SLEG et l'USTG
et le gouvernement sont des partenaires dans cet accord, naturellement, toutes les équipes, toutes les composantes auront la possibilité de superviser. Non, c'est en termes simples. C'est une commission Le tripartite. SLEG n'aura pas de représentants à l'intérieur des commissions de recensement qui vont se déployer. C'est-à-dire que sur les 30 agents, les 30 agents recenseurs. Les 30 agents recenseurs sont des agents recenseurs. Et ils ne sont issus ni de l'USTG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Aujourd'hui, on n'a pas encore fini si vous voulez, le dispositif pour le recrutement. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui vont être recrutés vont être recrutés parce qu'ils sont capables de faire le travail. Et parce qu'ils ont un engagement avec la commission, l'intégralité de la commission, sur leur capacité à faire le travail et la sincérité des informations. Oui, mais les critères de sélection, c'est important, docteur. Parce qu'il faut convaincre les partenaires comme l'USTG et le SLEG sur les critères qui ont prévalu au choix de ces agents recenseurs. Sinon, ça peut poser... ça peut être source de polémique. Attendez, la sélection va se faire en commission. L'ensemble des dossiers de ceux qui vont être sélectionnés se trouvera réuni au niveau de la commission et la commission va statuer sur l'ensemble des dossiers. À partir du moment où on a les 30 personnes qui ont été sélectionnées, ces personnes-là, en fait, n'ont plus d'étiquette derrière leur dos. Ce sont des agents indépendants qui vont faire le travail. Maintenant, je vous dis, le gouvernement va avoir son dispositif de contrôle et le SLEG va avoir son dispositif de contrôle. Et nous souhaitons aussi que l'association des parents d'élèves puisse avoir son propre dispositif. En réalité, que tous les acteurs de l'école puissent certifier de la sincérité du travail. Parce qu'à la fin, ce que l'on veut, c'est d'avoir des informations crédibles. Bien, allez-y, on a un procès verbal pour ça, pour cette certification. Oui. Alors, justement, mon inquiétude, c'était à ce niveau, parce qu'on a souvent, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a du travail qui est fait pour mobiliser du monde, mais après, c'est comme si ça devenait une source pour ces autres personnes qui, après, ce sont des ramifications, on trouve des moyens de se faire de l'argent, mais heureusement, vous notez que si les parents d'élèves même s'impliquent, le corps syndical et autres, peut-être il y aura une supervision, parce que oui, ce sont des craintes quand on sait qu'il y en a qui peuvent arriver, et justement se servir de ce travail que vous leur confiez pour se faire de l'argent et justement mettre encore dans le lot des gens, des personnes qui ne répondent pas aux critères. Les grandes gueules. Alors, naturellement, je peux vous donner l'assurance que la sélection sera très rigoureuse et elle est fondée sur la capacité des personnes à pouvoir faire le travail. C'est pour cela d'ailleurs qu'on va recruter plus de 30 départs. Et la journée de samedi va permettre de déterminer est-ce que la personne est capable de faire le travail. À partir de ce moment, la personne va être recrutée et utilisée. Mais je dis encore une fois de plus, le gouvernement a pris la décision d'aider, de mettre à disposition des moyens à la fois à la partie gouvernementale et à la partie syndicale pour permettre à chacune des entités de pouvoir superviser l'intégralité du processus. Alors, ce que nous voulons, c'est que du début à la fin, que tout le monde soit impliqué et que les résultats finaux que nous aurons ne souffrent d'aucune contestation. Beaucoup de pédagogie donc dans la méthode, nous apprécions beaucoup cela, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi le SLEG crie finalement. Est-ce que vous avez une explication? Pourquoi est-ce que le SLEG aujourd'hui s'agite et brandit à nouveau le chiffon rouge de la grève? Où est-ce que les choses coincent, docteur? Alors, on peut émettre des hypothèses parce que je ne suis pas dans la tête de Souma. Hein? Mais est-ce qu'ils vous ont reproché des choses? Alors, la dernière réunion, la dernière réunion que nous avons eue où on a validé la note méthodologique et le budget, et je devais transmettre le tout au Premier ministre et au gouvernement pour validation. C'était, je pense, un vendredi. Ce jour, on a échangé et M. Sow, d'abord, de l'USTG, a pris la parole pour dire qu'il a un certain nombre d'observations à faire. La première observation,
la première observation, c'était de dire qu'il y a à l'intérieur du protocole d'accord des éléments qui ne sont pas appliqués. J'ai demandé en particulier, il s'agit de quoi? M. Sow m'a répondu en me disant que au niveau de l'enseignement supérieur, qu'il y a des gens qui ont été mutés pour faire de grève qui n'ont pas été rétablis. Ce jour, j'ai dit à M. Sow et à M. Souma, si vous avez un fond de dossier, c'est-à-dire vous avez une liste nominative avec numéro matricule, vous avez les actes officiels de mutation, si vous les mettez à ma disposition, je prendrai la peine de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur et je soumettrai à l'appréciation du ministre de l'Enseignement supérieur. 2 ou 3 jours plus tard, un jeune m'a appelé, un de mes anciens étudiants qui est dans le syndicat. Il m'a dit, je suis à votre porte en ville, j'ai un document pour vous. J'ai dit de quoi il s'agit. Il m'a dit la liste des gens qui ont été mutés. J'ai dit, la liste, elle est avec un fond de dossier ou pas? Il m'a dit, non, c'est une liste simple. J'ai dit, je ne touche pas une liste simple. Parce que à mon niveau de responsabilité et à mon âge, je ne peux pas prendre une liste nominative pour donner à un ministre pour lui dire, ces gens-là ont été mutés. Il va me dire, tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce qui prouve que cela est vrai? Il n'y a pas de dossier. Peut-être que cela explique. En tout cas, vous posez des questions. Voilà, pourrait expliquer la sortie. Bien. L'autre des choses, c'est que quand on a fini le travail, on a déposé, le Premier ministre avait voyagé. Le Premier ministre est resté plus d'une semaine à l'étranger. M. Souma m'a appelé pendant cette période pour me dire, ah, ça commence à durer. J'ai dit, le Premier ministre n'est pas là. Il m'a dit, ah non, parce que moi aussi je suis talonné, à la base les gens s'inquiètent et tout ce qui s'ensuit. J'ai dit oui, quand on est responsable, on assume. Il faut leur dire, le Premier ministre n'est pas là. Le Premier ministre n'arrêtera pas ses activités simplement parce que là, on est pressé d'aller sur le terrain. Ça, je sais que ces deux réactions, je les ai obtenues avec M. Souma et M. Sow. Maintenant, le reste... Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Notre invité. Bonjour, monsieur le président de l'UPG. Bonjour, monsieur Aboubacar. On doit vous appeler ce matin président Jacques Bonimi. Avec plaisir. Alors, monsieur le président, c'est très intéressant parce que... Quelqu'un disait que... est-ce que vous n'êtes pas des putschistes? Voilà. Est-ce que vous avez déposé Maître Matos récemment, le week-end passé? Ce week-end, oui, ils l'ont déposé samedi dernier. Et Maître Bonimi prend la tête... C'était hier seulement. Bonimi prend la tête de l'UPG. L'opportunité de l'action, vous dites pour manque de résultats, mais l'opportunité de l'action, qu'est-ce qui explique le fait que finalement vous êtes réunis pour... Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez opportunité. Mais oui. En fait, c'est un congrès extraordinaire. Non, mais moi j'ai même envie de dire que vous n'êtes pas des démocrates quand même. Par le bureau politique national. Il ne fait que 2 ans. Maître Matos, c'est récent. Maître Matos, c'est récent. Il est très récent à la tête de... Le monsieur, il a un mandat de 4 ans. Et vous ne le laissez pas aller au bout de son... C'est comme si on disait tout de suite, non, Alpha Condé, on ne laisse pas aller au bout de son mandat. Voilà. Non, il doit arrêter parce qu'il n'a pas de résultat. Président de la Les grandes gueules. Il y a de la démocratie à l'UPG. Oui, il y a la vraie démocratie à l'UPG parce que c'est le seul parti qui fait au moins des congrès. Oui, mais l'opportunité de ce congrès anticipé, on a envie de comprendre. La nécessité, c'était quoi? Quelle est cette nécessité? On va l'écouter maintenant. Quelle est cette nécessité? Le résultat acquis aux élections communales, 18 conseillers élus sur 3000 et quelques. Et le président Matos, je n'ai rien contre Matos. C'est vrai, c'est notre président, mais c'est un élu... C'était votre président? C'est notre président. Bien. C'est notre président. Et vous êtes? Je suis le président de l'UPG. Ah ben lui, il est président. Il porte toujours le nom de président. Ah, donc c'est un des élus communaux à Ratoma. L'UPG n'a pas d'élu communal à Ratoma. L'UPG n'a pas d'élu communal. Et lui, il est élu communal de l'UFR à Ratoma. Donc il y a un de nos doyens qui avait écrit pour demander au président Matos s'il peut démissionner de son poste de conseiller communal pour rester président
ou quitter le parti pour aller rester conseiller communal. Et que si cela n'arrivait pas, lui, il allait démissionner du parti. Il n'y a pas eu de réponse. Moi, je crois que le problème est venu de la base, pas forcément du bureau politique, parce que ça a été posé comme principe au niveau du parti, dire que notre président ne peut pas être conseiller communal d'un autre parti. Finalement, vous l'avez poussé à la porte, Maître Alfred. On ne l'a pas poussé, il était d'accord. Il était d'accord d'organiser ce congrès extraordinaire. Mais à la dernière minute, il a fait un communiqué. Je vous montre sa dernière lettre. Une lettre de soutien pour demander un appui. Lisez le second paragraphe. Oui. Il était d'accord jusqu'au 19 février, jusqu'à la dernière réunion, le mardi passé. C'est après ça il s'est rétracté pour demander de reporter au moment où les congressistes étaient en route. Et qu'est-ce que vous savez des raisons qui l'auraient poussé à revenir sur sa décision? Bon, c'est lui qui sait. Puisqu'il n'est plus revenu au parti, il n'est pas venu au siège pour échanger avec nous. Ce n'est pas parce qu'il a justement pressenti une volonté d'une partie du directoire de parti de l'éjecter? Parce que nous lui avons posé la question, il y a 2 semaines, justement, il sentait quand même des velléités de renversement du président du parti. Dites-nous les dessous. Il se susurre qu'en réalité, on accuse Maître Matos de vouloir vendre, entre guillemets, le parti à la mouvance présidentielle et que même l'ancien ministre Domani Doré serait à la baguette. Dites-nous, on va quand même aller au fond dans cette histoire. Creusons les choses. Suppositions, moi je ne peux pas aller dans ce débat-là parce que je n'ai pas de preuves pour ça. Je ne peux pas dire que Maître Matos voulait vendre le parti. Et si tel était le cas, il n'a aucun droit de le faire sans le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche, Monsieur Bonimi, est-ce qu'il n'y a pas une démarche aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel de récupérer l'UPG, d'en faire comme ils ont fait avec le GPT? Non, le RPG est en train de mener des démarches. Il est dans sa restructuration. Nous ne pouvons pas l'empêcher. Mais il n'y a pas eu l'affaire du commissaire, une démarche officielle vers l'UPG dans ce sens. Est-ce que l'affaire du commissaire finalement nommé, je dirais, par monsieur Matos à la CENI, proposé donc par M. Matos à la CENI, n'est pas pour quelque chose, parce qu'on a compris que le parti n'était pas d'accord. Non, il y a 6 mois que nous avions commencé ce débat au sein du parti en parlant des états généraux qui devaient être convoqués pour parler des problèmes liés à ces résultats des élections communales. Donc il y a 6 mois. Et 1 mois après, il y a un groupe important qui a dit non, on connaît les problèmes du parti, c'est inutile de parler d'états généraux, il faut convoquer un congrès extraordinaire. Pendant 1 mois, nous avons discuté et ça a été accepté par tous d'aller à ce congrès extraordinaire. Peut-être que mon grand frère Alfred ne savait pas ce que c'est qu'un congrès extraordinaire. Quels sont les thèmes à débattre pendant ce congrès extraordinaire. Oui. Mais il s'est rétracté au dernier moment, sans quoi au début il était d'accord pour aller au congrès. Et je l'ai suivi sur vos antennes ici, où il disait que dans le congrès extraordinaire, on a les états généraux à... Peut-être qu'il avait senti le vent de l'éjection, selon vous, non? Oui, en tout cas, il l'a laissé entrevoir. Moi, j'aimerais maintenant que vous repreniez les rênes du parti, l'UPG. Oui. Alors, on sait bien que c'est un héritage très lourd. Jean-Marie Doré, c'était pas n'importe qui. Ça, c'est un premier défi en soi. Un deuxième défi, vous prenez un parti au moment où, sortant des élections communales, ce n'est pas le meilleur bilan possible. Premièrement, comment est-ce que vous sentez l'avenir de votre mandature? Quels sont les défis qui se posent à vous et justement quels vont être les chantiers ouverts par rapport à ces défis-là? Je suis très content que vous reveniez sur vos premières questions parce que quand vous dites quelles sont les raisons qui font partir Matos, c'est une des raisons fondamentales, le résultat des élections communales, de la façon dont ça a été géré, du sommet jusqu'à la base, personne n'était satisfait de ces résultats. Aujourd'hui, nous sommes obligés, pour respecter la mémoire de notre président, feu Jean-Marie Doré, d'aller vers la restructuration du parti et de réveiller tous ceux qui sont en train de dormir. Parce que nous avons été interpellés plusieurs fois. De Conakry jusqu'à Yomou, on a été interpellés pour nous dire mais qu'est-ce que vous faites? Le parti est en train de mourir. Bien. Donc aujourd'hui, nous sommes
obligé d'aller vers des réformes pour relancer le parti. Est-ce que vous ne risquez pas vous aussi d'être victime de la méthode, ce que je vais appeler méthode Matos? Nous sommes aussi probablement à 2 ans de l'élection présidentielle, si l'élection présidentielle il y a bien entendu. Est-ce que si vous aussi d'ici les 2 ans on convoquait un congrès extraordinaire pour manque de résultats, est-ce que vous n'aurez rien à dire? Oui, mais attendons. Est-ce que vous allez vous soumettre à l'exercice? Bien sûr. Oui. On est là au parti pour faire un résultat. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Robbie, on n'a pas le temps parce qu'on a une dernière à inviter. Oui, mais j'ai quand même une petite question à poser à M. Bonimi et à Maître Alfred Matos, s'il est encore au bout du fil. Et il est déjà parti. Non, mais peut-être qu'il nous écoute. Est-ce que vos agissements actuels ne portent pas préjudice au grand travail que Jean-Marie Doré, qui est quand même un vestige de ce parti UPG, il reste véritablement l'emblème, l'icône de l'UPG. Est-ce que vous qui êtes ses héritiers aujourd'hui, vous êtes dans ce tiraillement, Maître Matos, Congrès, 23, 32, etc. À l'époque de Jean-Marie Doré, on n'a pas connu ça. C'était quand même un parti très représentatif, un parti très fort. Est-ce que vous honorez sa mémoire avec ça? Nous sommes obligés d'honorer la mémoire de Jean-Marie. Pas de cette manière, c'est vrai. Mais je ne veux pas entrer dans le détail. Maître Matos est venu au parti à quel moment? Pratiquement à la vieillesse du vieux. C'est un militant du 25e heure. Mais est-ce que c'est important? Du 25e heure. Nous sommes là depuis plus de 20 ans. Nous savons ce que le vieux nous disait. Je suis aussi le dernier à parler avec Jean-Marie à Paris et à Conakry, parmi les membres du bureau politique. Donc je sais ce qu'il m'a dit. Vous avez une certaine légitimité à parler de l'UPG. Mais la ligne du parti. Bien. Mais la ligne du parti à partir. Peut-être l'avenir rapidement. Abakar. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'en réalité, avant que vous ne répondiez. Non, je réponds déjà. C'est la même question. C'est la même question parce que nous apprenons que le parti aurait va bientôt rencontrer le président de la République. Il y aurait cette tractation, même il n'est le troisième pas interdit mandat, de rencontrer le président de la République. Mais pourquoi? Même l'opposition extrême rencontre le président. Ce que nous apprenons, c'est que il est fort probable que le parti rejoigne bientôt le RPG Arc-en-Ciel. Pour l'instant, je ne peux rien dire sur ça parce que le bureau politique ne s'est même pas retrouvé. C'est hier que j'ai été élu. Le bureau politique va se retrouver pour prendre les grandes décisions. Il ne revient pas au président seul de prendre des décisions. Monsieur Jacques Bonimi, nouveau président de l'UPG, il était notre invité. Merci d'être passé ce matin. Merci. Dans les grandes gueules, la suite. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.